Je vais vous parler à nouveau en ce jeudi soir, quasiment à minuit. Et vous savez que j'attache de l'importance à cette date, à cette heure de minuit qui me paraît fondamentale dans l'histoire du judaïsme et qui a été un petit peu récupérée par les chrétiens et abandonnée par les juifs, à tort, bien à tort. Je voudrais vous parler des femmes au regard de l'éthique. La thèse que je vais soutenir ici doit être nuancée et resituée. D'un côté, je suis bien conscient qu'il y a des échanges qui doivent exister entre les hommes et les femmes, si ce n'est qu'ils se produisent essentiellement de façon ponctuelle et de façon codée. La procréation est un processus codé qui prend très peu de temps, parce qu'il y a une densité d'informations qui est transmise en un clin d'œil, en quelque sorte. Et quant aux connaissances et au savoir, ils sont transmis de préférence par écrit. Et donc là encore, le temps de transmission d'un texte écrit, quel que soit son volume, peut se faire en quelques secondes. Je ne dis pas la lecture, mais je veux dire que le contact qui peut se produire est très court. De la même façon que, bon, c'est pour toute proportion gardée, que dans une prison, le moment où le prisonnier reçoit, le prisonnier qui est enfermé, pas celui qui va au réfectoire, qui reçoit sa nourriture, ça peut prendre quelques secondes. Donc il y a beaucoup d'échanges qui sont extrêmement brefs, essentiels mais brefs, et qui ne sauraient masquer l'incapacité ou l'impossibilité d'une vie en commun, une vie commune. Et le problème est un problème que je qualifierais d'éthique. Car au niveau des discours, les femmes peuvent parfaitement adopter et s'approprier les discours masculins, et donc être en phase avec ce que disent les hommes, ce qu'ils écrivent, ce qu'ils composent. Mais par-delà le discours, il y a le comportement. Et l'éthique est pour moi ce qui concerne le comportement. Et le comportement, c'est ce qui permet de cohabiter plus ou moins bien, ce qui va marquer le mode de cohabitation et le climat de la cohabitation. Et force est de constater, à moins d'être de très mauvaise foi, et dans le déni quelque part, force est de constater que chasser le naturel, il revient au galop. Autrement dit, le mode de fonctionnement, parce que vous savez que j'aime bien ce mot, fonctionnement, puisque toute ma théorie sur la subconscience concerne le fonctionnement social. Et non pas, comme Freud, la notion de réminiscence ou de processus qui sont déclenchés de façon assez aléatoire au cours de l'existence. C'est pas du tout cette démarche. Donc subconscience et subconscience, ça n'a rien à voir. On peut tout avoir. De même qu'avec l'inconscient collectif, les points communs sont relativement limités. Bon. Donc, le vivre ensemble, on parle de laïcité, mais la véritable laïcité, elle concerne le vivre ensemble entre hommes et femmes. On nous parle de toutes sortes de vivre ensemble. Je viens de voir un film qui s'appelle Iranien, sur le vivre ensemble en Iran. On parle de toutes sortes de... Bon, de temps en temps, c'est vrai que dans ce film, on aborde la question de la femme, de la voix de la femme, du visage de la femme, et donc quelque part, ce problème n'est pas totalement évacué. En revanche, le vivre ensemble au regard de la société française, la question des hommes et des femmes, elle est quasiment complètement éliminée.
pour une sorte de présupposé que l'on connaît bien. Et en fait, je l'ai dit à plusieurs reprises, mais je le redis cette fois-ci encore, Parce que moi, je me dire, ils voyaient déjà les visions. les femmes n'ont pas la même perception de l'espace-temps. Elles ont une perception, un champ de conscience par rapport à l'espace-temps qui est beaucoup plus réduit, beaucoup plus limité que l'homme. Ce qui fait que on peut considérer qu'elles font preuve d'une certaine désinvolture, sinon d'une certaine irresponsabilité ou d'une certaine inconscience. Et ça va souvent avec une certaine forme de liberté, voire de sans-gêne. Donc les femmes sont des êtres extrêmement libres en comparaison des hommes, parce que justement, elles ne font pas attention à ce qu'elles disent, à ce qui se passe autour d'elles, aux conséquences de ce qu'elles disent, aux tenants et aux aboutissants. Donc forcément, cela déclenche de la liberté. C'est d'ailleurs un peu le point de vue d'une philosophe juive allemande comme Hannah Arendt, qui dit que finalement, on ignore beaucoup de choses et que par ce processus d'ignorance, on gagne en liberté. La liberté et l'ignorance faisant ainsi très bon ménage. Alors, donc on en revient à cette idée que on ne voit pas très bien comment des personnes qui n'ont pas du tout la même morale, je dirais, la même moralité, la même mentalité, pourraient cohabiter durablement et harmonieusement. Et le vrai problème donc de la cohabitation et de la laïcité, pour dire la vérité, la laïcité, le problème c'est la cohabitation entre les hommes et les femmes, beaucoup plus que la cohabitation entre les religions. Et c'est pas par hasard que justement la question du voile, enfin la question de certaines questions relatives au féminin, aux femmes, revient dans le problème, dans le champ de la laïcité et dans le débat sur la laïcité. Enfin, ça c'est assez anecdotique. J'ai discuté ce soir avec une dame et avec laquelle j'avais eu quelques problèmes par le passé. Avec elle et avec une de ses amies d'ailleurs. Et je lui disais par exemple, voilà, l'autre jour, c'était au mois d'août, nous étions allés au concert ensemble, tous les deux, comme ça, en tout bien tout honneur d'ailleurs. Et puis cette dame, qui est une copine de l'autre dame, est apparue, elle est débarquée, elle a commencé à parler, à occuper l'espace, et quasiment à m'ignorer. Et je lui dis, je dis donc à cette dame que j'avais revue ce soir-là, au Forum des images d'ailleurs, pour ne rien cacher, je dis que j'avais été un petit peu choqué par son comportement. Et cette dame, non, pas du tout. Elle ne voyait pas où était le problème. Non. Elle ne voyait pas où était le problème. Et puis alors, je lui dis, mais finalement, pourquoi vous ne m'avez pas rappelé par la suite, je ne sais pas quoi. Et elle me dit, bon, il n'y avait pas d'obligation. Tout ça, ça se tient sur un ton très désinvolte. Oui, bon, faut pas trop se casser la tête, faut pas trop chercher les complications, faut pas trop réfléchir aux conséquences de ce qu'on devrait faire ou de ce qu'on aurait dû faire. Voilà. Moi, je prends acte de ce genre de comportement. Ça peut paraître insignifiant, mais je considère que c'est une cause majeure de difficultés de cohabitation. Longue. Je ne parle pas tout à l'heure, je parlais des échanges très brefs au niveau du sperme, au niveau de l'écrit, au niveau d'un certain nombre de codes, tout comme on a des échanges très brefs avec les machines d'ailleurs. Donc on fait un truc et puis après la machine se débrouille. Donc cette brièveté des échanges, même si elle est cruciale, et même si elle peut être extrêmement productive, dans tous les sens du terme, ne signifie en aucune façon que l'on puisse cohabiter. De la même façon d'ailleurs que les étrangers dans une société peuvent participer à des travaux, à des activités diverses. Il y a une sorte de laïcité par le travail, on dirait, à vivre ensemble par le travail,
par la machine, ça ne veut pas dire du tout que l'on puisse cohabiter socialement avec ces personnes-là, pour des raisons d'ailleurs qui sont liées à la langue, mais aussi aux mentalités, aux habitudes, aux attitudes. Donc, là aussi, il ne faut pas extrapoler l'existence de certains échanges, la participation de certaines populations à l'activité productrice d'une société ne signifie en aucune façon que l'on ait envie de vivre ensemble avec ces personnes-là. Donc là aussi, voilà deux modes de cohabitation qui n'ont rien à voir avec le religieux, qui sont la question des femmes et des hommes, et des étrangers et des personnes qui vivent localement. Et la laïcité, en réalité, elle ne concerne pas ces deux cas de figure, pour une raison très simple, c'est que ces deux populations sont étaient, lorsque la laïcité est née, étaient relativement secondaires, pour toutes sortes de raisons. La laïcité, elle concerne pour l'essentiel une société qui, certes, est assez diverse, mais qui a un fondement masculin et français, pour ne parler de la France, suffisamment puissant. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'il faut parler de la laïcité de la fin du XVIIIe siècle, sans les femmes, ou du moins les femmes constituant une population relativement marginalisée dans son rôle social et politique, et sans les étrangers qui eux-mêmes également restent un petit peu en marge et à part. La laïcité qui consiste à faire cohabiter les juifs français, les protestants français et les chrétiens et les catholiques français, c'est une laïcité de bon enfant, gérable, sans problème, parce qu'il y a quand même un terreau, un ciment commun de la langue, de la mentalité, des valeurs et des repères. Voilà donc ce que je voulais dire à ce propos, puisque finalement, le film iranien, qui s'appelle Iranien, est un film sur la laïcité qui se pose d'entrée de jeu sur le problème de la laïcité. Et je note que ce débat sur la laïcité est un débat qui en réalité est complètement faussé, parce que les vrais problèmes de laïcité, ce ne sont pas les problèmes qui font que des hommes n'ont pas le même avis, des hommes du même pays, de la même langue, de la même culture n'ont pas le même avis, mais c'est justement la cohabitation et le vivre ensemble avec des étrangers d'une part et avec des femmes de l'autre. Possible. Je comprends plus, il y a un dysfonctionnement à ce niveau-là, qu'est-ce que ça veut dire ?